Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour Alexis Pinturo. Bonjour. Vous êtes skieur professionnel, natif de Moutier, en Savoie. Vous êtes triple champion du monde de ski alpin, en combiné, par équipe. Vous avez été sacré en février 2023, c'était il n'y a pas longtemps, lors des mondiaux de Courchevel-Méribel. On va dire à domicile, parce que vous habitez Courchevel. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Encore triple médaillé aux Jeux Olympiques, une fois en argent, 2 fois en bronze. On peut y ajouter 5 Coupes du Monde, un gros globe de cristal, 34 victoires, 77 podiums. J'espère que je ne me trompe pas dans les chiffres. Et puis, vous êtes aussi l'un des sportifs les plus connus, reconnus en France, toutes disciplines confondues. La saison est terminée. Qu'est-ce que fait un skieur quand il a raccroché ses skis? Généralement, quand il a raccroché ses skis, il reste pas très loin de ses skis, justement. Donc, il a pas mal de journées avec des partenaires, surtout en fin de saison. Et puis après, on prend des vacances, 1 mois généralement. Et derrière ce mois, ça nous emmène à fin mai, début juin, voire mi-mai. On peut rattaquer l'entraînement physique déjà. Physique dans un premier temps, qui pendant à peu près 2 à 3 mois. Et puis derrière, on reprend les skis pendant l'été, soit on est en hémisphère sud, soit on va sur les glaciers, et ça c'est généralement courant août. Alors vous êtes aussi un homme d'affaires, propriétaire d'hôtel, et surtout, et c'est ce qui va nous intéresser, associé à plusieurs marques. Il y a Lecky, ce sont des bâtons, bolets, masques et casques, aident vos skis. Colmar sont les vêtements techniques, sont également partenaires de la Fédération française de ski d'ailleurs. Annapurna, ça c'est votre hôtel, à Courchevel. Et Richard Mille, l'horlogerie, et bien sûr Red Bull, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Comment êtes-vous organisé pour rechercher vos sponsors, vos partenaires? Alors moi, c'est mon père qui s'en occupe, dans le sens où c'est lui qui négocie les contrats et qui justement fait l'accompagnement avec les marques. Et ensuite, c'est ma femme qui cale tout ce qui est mon calendrier, mon planning, pour coller avec toutes mes obligations, qu'elles soient aussi bien sportives qu'avec les marques ou avec les sponsors, et notamment aussi, bien entendu, les journalistes. Pas d'agents, d'agences, d'avocats qui pourraient relire les petites clauses en bas des contrats? Non, généralement, ça c'est mon père, moi qui le faisons. Mon père a quand même une grosse expérience du milieu de l'entreprise et du milieu justement des contrats, étant donné qu'il a pendant 30 ans géré l'hôtel Annapurna, qui est un fabuleux établissement à Courchevel, que mon grand-père a construit en fait. Donc c'est un établissement qu'on garde de génération en génération et dont on est très fier. Et bien entendu, par contre, s'il peut y avoir des litiges, des complications, là on peut être susceptible de prendre des avocats, mais jusqu'à maintenant, en dehors de certains conseils, voilà, la famille, en dehors de certains conseils qu'on a pu prendre à droite et à gauche, on n'a jamais eu besoin d'aller dans des recours en justice, étant donné que l'ensemble de mes partenaires sont relativement formidables. Et c'est pas ce qu'on vous souhaite. Et que j'arrive à en avoir qui nous accompagnent en tant qu'athlète de la meilleure des manières. Ouais. C'est vous qui démarchez, en tous les cas, votre père, qui démarchez les partenaires, ou sont-ce les partenaires qui viennent à vous? J'ai la chance, en fait, le milieu du sport, souvent, c'est quand on est parmi les meilleurs, bons et réguliers, c'est beaucoup les marques qui peuvent être susceptibles de nous démarcher. Et rarement l'inverse. Bien entendu, ça peut arriver. C'est des coups de fil entrants, on va dire. Voilà, ou alors des fois c'est des coups de chance, c'est-à-dire c'est l'ami d'un ami qui connaît, derrière ça fait une rencontre, et puis ensuite ça se passe comme ça. J'ai un copain par exemple qui avait pour coutume de jouer au golf avec un ami, et cet ami il s'avérait que il travaillait dans une entreprise, et cette entreprise est devenue finalement de fil en aiguille son sponsor. Donc ça peut être aussi comme ça, ou alors ça peut être plus informel, c'est-à-dire on fait une demande qu'on envoie généralement tout de suite au management de la société, et puis ensuite ils étudient notre demande ou ils la refusent bien sûr. Donc il peut y avoir on va dire un démarchage marketing. Il peut y avoir on un vient démarchage pas forcément aussi. Obligatoirement à vous aussi. Il y a des Non, marques où ça va plutôt dépendre déjà de la volonté de la marque, et puis aussi du statut de l'athlète. Si on est parmi les meilleurs, ça peut souvent être le cas qu'une marque nous approche et que ce soit finalement la marque qui démarche l'athlète, plus que l'athlète qui démarque la marque en elle-même. Comment faites-vous les choix des partenaires? Il y a des marques ou des secteurs d'activité avec lesquels vous ne voudriez pas être associé, par exemple? Que je ne voudrais pas être associé, oui, il y en a. C'est-à-dire que je trouve par rapport à l'athlète et ce que le monde du sport représente, il y a certaines choses qui, moi, me dérangent de représenter. Comme quoi, par exemple? Un exemple tout bête, tout ce qui est fast-food, etc. Je trouve que c'est un peu en décalage. McDo vient vous
vous voir, c'est niet. Par exemple, je trouve que c'est pas en adéquation avec les valeurs du sport. Je ne critique pas du tout le fait qu'ils puissent prendre des athlètes, bien au contraire, mais moi c'est par rapport à ce que j'ai envie de véhiculer comme image et ce que le sport représente aussi, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait. Ouais. Qu'est-ce que ça représente les sponsors dans vos revenus, la part dans vos revenus? C'est presque du 100%. C'est-à-dire que nous, en tant qu'athlètes, et notamment athlètes de ski alpin, on n'a aucun revenu de la Fédération française et tous nos revenus, ou presque, sont liés uniquement à nos sponsors. Les seuls qui ne le sont pas sont les primes de course, donc qui sont liées directement à l'organisation de l'événement. Si on fait un podium, ils nous rémunèrent, mais sinon, le reste, c'est que les sponsors. Des primes qui se montent à combien à peu près? Alors, on parle en francs suisses et c'est avant taxe. La prime de victoire, c'est aux alentours des 40 à 45 000 francs suisses pour la victoire. Et généralement, c'est aux alentours des 20 à 25 000 francs suisses pour la deuxième place et aux alentours de 15 000 francs suisses pour la troisième. Bien sûr, on enlève généralement entre 20 à 30 à même certains endroits 40% de taxes qui sont avant impôt en France, bien sûr. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Alexis Pinturault, êtes-vous une marque ? Je pense que tout athlète qui commence à être un peu connu est une marque d'une certaine manière. Après, il y a différentes manières de caractériser une marque. Elle peut être soit commerciale, soit ça peut être un nom qu'on connaît. Vous avez un logo ? J'ai un logo, exactement. Une marque a un logo ? Une marque a un logo, oui. Après, c'était plus du design et pour appliquer certains objets de merchandising qu'on peut faire avec des partenaires pour associer mon nom. Vous avez un partenaire principal qui est Red Bull. Le logo du taureau rouge est d'ailleurs très visible sur votre casque. Vous êtes, si je ne me suis pas trompé, un des premiers sportifs hors discipline extrême à avoir été associé avec la marque de boisson, qui est quand même l'un des plus grands sponsors mondiaux. Vous parlez couramment allemand, vous aimez bien l'Autriche. Ça a aidé, ça, justement, pour ce partenariat avec Red Bull ? Non, pas du tout, parce que à ce moment-là, justement, quand j'ai signé avec Red Bull, c'était pas du tout le cas. Je parlais pas l'allemand, j'habitais pas encore en Autriche l'hiver. C'est qu'avec le temps que derrière, on a fait ces choix-là et que j'ai appris la langue allemande. Red Bull, c'est une communauté d'athlètes. Vous avez des relations avec les autres sportifs de la team ? Il y en a beaucoup, et dans plein de disciplines différentes. Il y en a énormément. Et par contre, il est difficile, bien sûr, d'avoir des relations avec tous les athlètes Red Bull, mais par contre, j'en ai avec certains et de manière récurrente. Et ça vous apporte quelque chose, ça, cet échange avec d'autres athlètes, d'autres disciplines ? Ça peut être des échanges d'expérience, ça peut être tout simplement des bons moments de partage, ça peut être comme parfois aussi Red Bull qui organise des journées où il y a pas mal d'athlètes qui se réunissent, des athlètes Red Bull donc, et ce qui fait que oui, il y a toujours un échange et il y a toujours une certaine synergie au milieu de tout ça. Il y a certains projets qui émergent quand on voit certaines vidéos, c'est différents sports avec différents athlètes mais qui sont tous les deux Red Bull qui arrivent à s'associer et faire des projets vidéo qui sont assez sensationnels. Voilà, ça peut être divers et varié. Ouais. Alors Red Bull est un partenaire financier, mais peut-être qu'il vous apporte aussi autre chose parce qu'il y a une grosse machinerie derrière, notamment de médiatisation. C'était important ça pour vous ? C'est pas forcément le but le plus important. Ce qui a été très important pour moi, c'est que Red Bull est capable d'accompagner les athlètes dans le côté sportif. C'est-à-dire que si on prend mon exemple, Red Bull aujourd'hui finance mon kiné et mon préparateur physique. Donc c'est un accompagnement qui est dans ma carrière extrêmement important et m'amène du coup à de la performance. Vous avez aussi, Alexis Pinturault, un site internet à votre nom, alexispinturault.com. Ça fait environ 120-150 000 visiteurs uniques par an, si j'ai bien regardé. Compte Facebook, 150 000 abonnés, Instagram, 213 000, Twitter, 44 000, LinkedIn. C'est important d'avoir ces réseaux sociaux à disposition. Vous êtes assez actif sur tous ces réseaux. Oui, alors pas sur tous les réseaux. Certains, je les garde un peu plus privés que d'autres. Par exemple, LinkedIn. Privé ou professionnel ? Quand je dis privé, c'est un peu les deux. Ouais. C'est professionnel, privé, et que j'essaye de pas forcément accepter tout le monde. Les autres, par contre, sont un peu différents. On affiche un peu plus ce qu'on fait. C'est des comptes ouverts. N'importe qui peut rejoindre. Et donc, automatiquement, c'est une certaine manière de communiquer et aussi soit de donner son avis, soit d'échanger sur ce qu'on fait et de faire vivre aux gens qui nous suivent et qui aiment notre sport, notre quotidien. Qui gère vos réseaux sociaux ? C'est Alexis Pinturault qui est derrière les messages que l'on voit, que l'on peut lire ? Parfois oui, et sinon
souvent, c'est plus souvent, notamment l'hiver, ça va être mon community manager qui est ma femme. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire passer? Qu'est-ce que vous voulez faire avec vos réseaux sociaux? Vous voulez faire passer des messages? Vous voulez montrer? Vous voulez parler à votre communauté, à vos fans? Voilà, le but c'est de rester assez simple, échanger, montrer ce qu'on fait, donner des détails, mais pas forcément défendre des idées. Ça peut arriver, hein, ça m'est déjà arrivé, mais c'est assez rare. Un coup de gueule? Le coup de gueule, voilà, c'est pas mon grand fort, même si je l'ai déjà fait par certaines situations qui parfois l'obligent aussi. Mais sinon, je garde les choses un peu plus moins démonstratives, on va dire. Cette relation avec vos supporters, votre communauté, c'est important pour un sportif de haut niveau? C'est important pour un sportif de haut niveau et c'est aussi important pour les marques qui nous accompagnent. Moi, personnellement, je ne suis pas le plus grand fan des réseaux sociaux. Il serait fort probable que si j'étais pas dans le milieu dans lequel j'évolue, je n'aurais pas de réseaux sociaux. Mais c'est quand même un milieu où c'est important. On peut faire véhiculer pas mal de choses via les réseaux sociaux et donc pour ça a un certain côté qui peut être très positif. Ouais. Oui, donc il faut faire attention aussi à ce que l'on peut écrire. Exactement, il faut faire attention à ce qu'on écrit. Et puis comme on l'a dit, hein, d'une certaine manière, on est une marque. Ça dépend bien sûr de la caractéristique et comment on le définit. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on est toujours l'auteur et donc du coup, on est toujours responsable de ce qu'on écrit. Ouais. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Alexis Pinturault, votre discipline sportive est l'une des principales touchées par le réchauffement climatique. Concrètement, quelles sont les conséquences que vous observez, vous, en tant que sportif de haut niveau ? Je pense que, comme vous l'avez parfaitement dit, on est les premiers concernés, mais aussi les premiers qui le réalisent. À quel point le changement climatique, il est là. J'allais vous poser la question justement après. Mais... à quel point ça fait évoluer le décor dans lequel on s'entraîne, dans lequel on évolue. On le voit bien à la montagne, de manière générale, l'hiver, on voit encore peu d'impact, ou très très peu. La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a de plus en plus de difficultés d'enneigement sur les stations qui peuvent être en dessous de 1300 mètres d'altitude environ. Par contre, c'est sur les glaciers. On a pour coutume d'aller sur les glaciers depuis maintenant 20-30 ans. Enfin, depuis que je suis né et que j'ai à peu près 10 ans, j'arrive à aller sur les glaciers. Donc, ça fait les 20 dernières années et j'ai vu à quel point certains se sont détériorés, voire disparus. Et ça, forcément, ça fait mal au cœur. Il faut arrêter de dire que c'est parce qu'on skie sur les glaciers que c'est nous qui les faisons disparaître. Ce n'est pas du tout le cas. En skiant sur les glaciers, il faut savoir que l'impact il est minime, étant donné qu'on skie uniquement les jours où le glacier est en bon état. Les jours où les glaciers n'ont pas de regel, c'est-à-dire que la surface de la neige n'a pas redurci. On ne peut pas y skier justement pour les préserver. Et on voit très clairement que le volume de neige a baissé et surtout dans les 2-3 dernières années de manière assez drastique. Ouais. Alors il y a quand même aussi beaucoup de compétitions qui peuvent être annulées, reportées, enfin surtout reportées. Est-ce que c'est plus qu'avant aujourd'hui ? C'est pas spécialement plus qu'avant. Ça a toujours été le cas. Il faut dire qu'un coup de pas de chance, on tombe sur un mauvais week-end, la météo est exécrable, il neige énormément, il y a beaucoup de vent, forcément ça entraîne une annulation, mais c'est pas plus qu'avant, bien au contraire. Le manque de neige, ça peut avoir des problèmes sur l'avenir de votre discipline sportive ? Pas dans l'immédiat. Selon moi, je pense qu'il y a toujours des stations qui peuvent nous accueillir. Il y a des stations qui sont relativement basses qui arrivent à nous accueillir. On est souvent sur des versants nord aussi, ce qui favorise énormément justement l'enneigement. Pas dans l'immédiat. Par contre, il est probable que dans 50 ans, peut-être même moins, le ski, on en parlera de manière un peu différente, ou alors il faudra faire les choses différemment et qu'on sera peut-être contraint de faire certains choix. Votre sport doit évoluer selon vous ? Je pense que tout doit évoluer, c'est-à-dire pas uniquement notre sport. Nos sports en fait bien sûr partie, mais que tout doit évoluer dans la manière dont on se déplace, dans la manière dont on s'entraîne, dans la manière dont on fait certains choix aussi. Et tout ça doit évoluer. Maintenant, il faut trouver et faire surtout prendre les bonnes décisions pour les faire évoluer dans la bonne direction. Oui, parce qu'il y a quand même un paradoxe. Le ski, c'est un sport d'extérieur, d'outdoor. Le terrain de jeu, ce sont les montagnes. Votre discipline porte quand même beaucoup de valeurs, de liberté, de fun, avec une image quand même
plutôt verte de sport nature. Et puis, à contrario, il y a le revers, donc avec ces nombreuses polémiques autour de l'environnement. Je ne vais pas vous reparler, je vais vous en reparler, des Jeux de Pékin avec l'utilisation de la neige artificielle, de l'annonce des Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. Ça donne pas un peu comme une image un petit peu dégradée du ski, de votre discipline? Ça a été surtout des choix finalement, d'une certaine manière, du CIO, c'est-à-dire de faire les choix d'aller emmener le ski à Pékin. Vous les suivez, ça? Je trouve que c'est dommage. Moi, je les suis pas justement sur ces décisions-là. Il y a des stations aujourd'hui qui sont plus probantes et justement de revenir sur les Jeux de Paris, ça a donné quand même du sens à tout ça. Par contre, d'entendre qu'il va y avoir les Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite, moi, ça me semble être complètement en décalage avec ce qui se passe actuellement. Là-bas, ils doivent tout créer. Il n'y a pas d'eau. Ils cochent aucune case. Autant la Chine, ils cochaient quand même quelques cases. Ils faisaient moins 30, moins 40. Ils avaient énormément de froid. De la glace, ils n'ont aucun problème pour en avoir. Tous les ans, ils en ont. C'est un sport de glace aussi, justement. Ils ont des montagnes. Ils ont quelques stations aussi. Oui, les compétitions de ski se passaient quand même assez loin de Pékin. Voilà, c'est ça. Ouais. Dans la montagne. Dans les montagnes. Mais bien entendu, ils ont très peu de chutes de neige. Donc, ils devaient créer de la neige avec de la neige artificielle. Après, à partir du moment où ils ont du froid, finalement, c'est un coût énergétique. C'est de l'énergie qu'on gaspille d'une certaine manière. Mais il y a des choix qui sont par contre, pour moi, inexplicables. C'est plutôt le choix de l'Arabie Saoudite. Ouais. Vous pourriez, vous, en tant que sportif de haut niveau, refuser d'aller sur une compétition pour ces raisons un peu éthiques, environnementales? Ça, c'est un choix qu'on nous demande. Enfin, c'est une question qu'on nous demande beaucoup, si on serait capable de faire ce choix ou pas. Je trouve que c'est extrêmement compliqué pour un athlète. C'est-à-dire que je pense qu'on serait tous grandement en avis de dire non, moi je cautionne pas ces Jeux Olympiques ou je ne cautionne pas ces championnats du monde ou cet événement, mais faut pas oublier non plus que chaque athlète s'entraîne pendant 3-4 ans, même quand on parle des Jeux Olympiques, en vue de cet événement. Et si cet événement, on n'y va pas, c'est pendant 8 ans qu'on va pas dans cet événement, et 8 ans aussi bien, ça veut dire qu'on n'y va jamais. Parce que 8 ans, des carrières, il y en a beaucoup que moi je connais, elles font pas 8 ans. Donc c'est des choix, quand on a l'opportunité d'y aller, quand on a l'opportunité de pouvoir faire ce genre de choses, on peut bien sûr en débattre. Et je pense que ça a plus de sens de le critiquer. Par contre, de dire non, je n'y vais pas parce que je trouve que c'est pas bon, je trouve que c'est très compliqué pour un athlète et je comprends parfaitement que pour chaque athlète, ce soit une décision qui soit extrêmement délicate. Ouais. Juste un dernier mot sur ce sujet, justement, la prise de parole des sportifs reconnus, renommés comme vous. Est-ce que vous pensez que les sportifs à un certain niveau de notoriété peuvent s'exprimer surtout dans le domaine du sport? Il y a la présence ou non des sportifs russes dans les compétitions internationales. En ce moment, on parle du régime des retraites qui peut toucher également les sportifs de haut niveau. Est-ce que vous pensez que les sportifs peuvent s'exprimer sur tous ces domaines? Sur certains domaines, oui, complètement. Sur d'autres, c'est peut-être un peu plus compliqué. Si on parle des retraites, nous, on est dans un milieu un peu particulier. C'est un peu marche ou crève chez nous. C'est-à-dire, t'es pas bon, tu gagnes pas d'argent. Donc c'est un peu compliqué. Nous, on cotise de manière rare. Enfin, c'est rarement à la retraite, ou en tout cas, on l'espère pas toujours de la même manière. C'est-à-dire que quand on rentre dans le milieu professionnel, derrière, on va toucher un salaire, mais ce salaire, on ne sait pas combien on va gagner. Par contre, une carrière d'athlète, c'est pas 25 ans. Et pourtant, on cotise sur les 25 meilleures années de notre vie. Donc, nous, la retraite, c'est déjà le jour où on arrête le sport. Pour beaucoup, on a sacrifié des études juste pour le sport. Donc, du coup, ce qui est extrêmement compliqué, c'est d'avoir une perspective pour la retraite. On pense déjà, nous, à être performants. Ça nous rapportera de l'argent. Et ensuite, on réfléchira à ce qui se passera après. Parce que c'est aussi notre milieu qui est beau, comme ça. C'est-à-dire que si on est bon, on gagne de l'argent. Si on est moins bon, on en gagne moins. Et tout le monde le comprend. Les choses sont extrêmement simples. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est peut-être plus archaïque, mais d'une certaine manière, c'est aussi plus juste. Après, pour d'autres sujets, comme les sportifs russes, je pense que oui, là, les athlètes sont plus à même de se positionner. Merci Alexis Pinturo. Bonne récupération, préparation aussi pour la prochaine saison. À bientôt. Merci, à bientôt. Cette interview a été enregistrée jeudi 23 mars 2023 à Paris. À très vite pour un prochain podcast de sportbusiness.club. Au revoir.